Nous allons à présent commencer les travaux de la présente séance plénière. Le projet d'ordre du jour qui nous est soumis cet après-midi est le suivant. 1. Examen du plan d'action du gouvernement. 2. Les communications. Y a-t-il des observations par rapport à l'ordre du jour? S'il n'y a pas d'observation, l'ordre du jour est adopté. Chers collègues, membres du CNT, en votre nom, je souhaite la cordiale bienvenue au Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, et à l'ensemble des membres du gouvernement. Je renouvelle mes félicitations au Premier ministre pour la confiance placée en lui par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour diriger le gouvernement dont je félicite les membres pour leur nomination. Chers collègues, l'exercice républicain auquel nous allons nous livrer dans un instant fait suite d'une part au décret numéro 2021-0454 PTRM du 23 juillet 2021 portant convocation du CNT en session extraordinaire. D'autre part, à la lettre numéro 0599 PM-CAB du 26 juillet 2021. Par cette correspondance, faut-il le rappeler, le Premier ministre nous a informé de son intention de présenter devant le CNT le plan d'action du gouvernement PAG 2021-2022. Cela conformément aux dispositions des articles 78 de la Constitution et 15 de la Charte de la transition. S'agissant de la procédure, en application de l'article 88 de notre règlement intérieur, nous allons auditionner le Premier ministre sur la présentation du plan d'action gouvernemental avant de suspendre la séance pour 48 heures. Le débat proprement dit aura donc lieu le lundi 2 août 2021 à partir de 10 heures. Ceci étant, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous invite à prendre la parole pour la présentation du plan d'action gouvernemental 2020-2021. Merci. Merci bien. Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, nous prenons en charge le destin de la nation en un moment crucial de son histoire. D'où le double sentiment qui m'anime en ces instants. Sens des responsabilités et exigence de l'engagement. La patrie se trouve à la croisée des chemins. Il nous incombe d'avancer en ayant découvert et déblayé la voie menant au salut. En effet, c'est comme si une décennie durant, le sort n'a cessé de s'acharner contre nous. Tout a commencé, Mesdames et Messieurs, lorsque le manque de vigilance et une mauvaise appréciation des données de la géopolitique internationale eurent comme conséquence une agression étrangère dirigée contre notre pays. Notre armée, notre vaillante armée, avec l'appui de nos amis, au prix de grands sacrifices, réussit la reconquête des territoires occupés. Mais les séquelles de l'invasion demeurent. Elles ont pour nom extrémisme violent,
terrorisme, insécurité. Le pays et les populations ont eu à souffrir des effets cumulés de la plus grave crise de son histoire contemporaine. Ce n'est pas seulement sur le théâtre des opérations militaires que les Maliens sont tombés. Des civils également ont été victimes des fléaux ci-dessus identifiés. Aussi, qu'il me soit permis, en cet instant, d'avoir une pensée pour toutes les victimes de la crise multidimensionnelle, civiles et militaires, maliennes et étrangères, et vous prie de bien vouloir observer une minute de prière en leur mémoire. Merci bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, je voudrais, en ce moment solennel, rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, qui me donne aujourd'hui l'opportunité de me retrouver par devant vous pour accomplir ce devoir républicain, conformément aux prescriptions légales. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité aux forces du changement, notamment le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, et les forces de défense et de sécurité qui ont porté la lutte héroïque du peuple malien. J'ai tenu à me présenter devant le Conseil national de transition le plus tôt possible, non seulement pour respecter les prescriptions de la charte de la transition et de la Constitution, mais aussi pour donner la claire indication de ce qu'est l'état de notre pays. La gravité des défis qui l'assaillent exige de chacun de nous une rupture d'avec les pratiques du passé et l'exemplarité dans nos actes et dans nos comportements, à la fois en tant que citoyen et en tant que dépositaire de l'autorité publique. J'ai fait le choix, 6 semaines après ma nomination, j'allais dire 6 semaines après le premier conseil des ministres et la formation du gouvernement, de présenter devant le Conseil national de transition le plan d'action que je compte mener avec l'ensemble du gouvernement durant cette période transitoire. Cette démarche est la traduction de la volonté du gouvernement de renforcer les relations fonctionnelles et interinstitutionnelles dans un esprit d'écoute mutuelle et de courtoisie démocratique, mais également sa détermination à s'attaquer à la résolution des crises qui fragilisent notre pays, déjà vulnérable face aux chocs sécuritaires, économiques, climatiques et environnementaux. Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, qu'il me soit permis d'exprimer à ce stade de mon introduction ma profonde gratitude au Président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour la confiance qu'il a bouillant voulu placer à ma personne le 7 juin 2021, en me nommant chef du gouvernement de transition. J'ai naturellement conscience que c'est un privilège de servir mon pays dans les circonstances actuelles à un tel niveau de responsabilité, mais aussi un redoutable défi. Et c'est pourquoi, de cette tribune, je voudrais lui réaffirmer mon engagement et celui du gouvernement à servir le Mali avec détermination et loyauté. Le gouvernement que je conduis est et demeure fidèle aux priorités qu'il a fixées le 16 juin 2021 au cours du Conseil des ministres inaugural. Le plan d'action du gouvernement que j'ai l'honneur de vous présenter
traduit clairement la vision du chef de l'État pour redresser notre pays, asseoir les bases de la refondation, prendre en charge les aspirations profondes de notre peuple au changement en vue de réaliser le développement économique, social et culturel. Le plan d'action, mesdames et messieurs, est bâti sur 4 axes. Le premier axe, le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième axe, les réformes politiques et institutionnelles. Le troisième axe, l'organisation des élections générales. Et le quatrième axe, la promotion de la gouvernance, de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Le plan d'action est décliné en 9 objectifs, assortis d'un chronogramme détaillé de mise en œuvre avec un coût estimatif de 2050 milliards 360 millions. Il tient également compte des délais temporaires de la transition et est fondé de façon précise sur 3 piliers. Le pilier sécuritaire, le pilier politique, le pilier social. Vous constaterez que nous avons tenu, certainement pour l'une des rares fois, devant une assemblée, à donner la valeur chiffrée des actions que nous comptons mener. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, il ne vous échappe pas que le Mali, notre patrie, est semblable à un grand malade, un corps malade nécessitant une thérapie de choc. Il éprouve aujourd'hui 3 besoins indispensables à sa survie: la sécurité, la justice, la refondation. Et vous aurez constaté dans l'architecture du gouvernement ce que je viens de dire. Le besoin de sécurité est au cœur du premier axe du plan d'action gouvernemental. L'objectif principal est de répondre à l'aspiration profonde de notre peuple à la paix, à la quiétude, au vivre ensemble, à la cohésion sociale. Cette aspiration est mise à rude épreuve par le terrorisme, l'insécurité et toutes les formes de menaces contre l'existence humaine. Malgré les succès indéniables enregistrés par les forces armées maliennes et leurs alliés, ces menaces continuent à endeuiller notre peuple au quotidien. La lutte contre le terrorisme et l'insécurité sera poursuivie avec une détermination sans faille. Pour ce faire, le gouvernement s'engage ici, devant vous, de manière résolue, à mettre tous les moyens matériels et humains nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité, aux fins de leur permettre de s'acquitter de leur mission régalienne. À cet effet, des actions prioritaires vont concourir à renforcer les effectifs de façon dense des forces de défense et de sécurité, de moderniser leurs équipements et infrastructures et d'améliorer le parcours du recrutement en passant par la formation, l'entraînement et l'aguerrissement. La stratégie de désarmement, démobilisation et réinsertion sera accélérée. Les opérations d'envergure seront menées dans les mois à venir sur l'ensemble du territoire national. Elles permettront de créer des bulles à travers des pôles de sécurité, de développement et de gouvernance dans les régions de Mopti, de Ségou et dans les régions du Nord. Toutes ces actions conduiront à un maillage dense, sécuritaire, qui permettra le retour de l'administration et des services sociaux de base dans les zones affectées. Enfin, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre intelligente et la relecture de manière consensuelle de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, aux fins de son parachèvement. Dans cette optique, mesdames et messieurs, l'action sera mise sur son appropriation collective et le renforcement
de son caractère inclusif. Dans le même esprit, seront retenues les conditions politiques et sociales du consensus nécessaire à la relecture de certaines dispositions que la pratique, le temps rendent inéluctables, et cela conformément aux mécanismes prévus par l'accord. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national, la deuxième thérapie dont notre pays a besoin est une profonde refondation. Et c'est pourquoi les réformes politiques et institutionnelles constituent l'essentiel du deuxième axe du plan d'action du gouvernement. Les crises cycliques, l'instabilité constatée tout au long des 3 dernières décennies de pratiques démocratiques, l'insatisfaction générale face à l'État qui ne rassure pas et qui n'inspire pas confiance pour beaucoup de nos citoyens montrent l'ampleur du mal et la nécessité de réformes en profondeur. L'impérieuse nécessité des réformes pour rénover non seulement le cadre politique, adapter les textes fondamentaux de la République, mais aussi de doter notre pays d'institutions fortes, légitimes, permettront une stabilité politique et une paix sociale durable dans notre pays. Dans cette optique, le gouvernement va s'atteler à l'organisation des assises nationales de la refondation, ANR. Sans être une assise de plus, ce cadre de dialogue s'appuiera sur les résolutions et recommandations des différents forats tenus ces dernières années, entre autres le dialogue national inclusif, la conférence d'entente nationale, les états généraux de la décentralisation, les assises dans les différents secteurs, la commission d'appui à la réforme institutionnelle. L'approche consiste à donner la parole sans censure à l'ensemble des citoyens du niveau local au niveau national. Les recommandations issues de ces assises seront exécutoires. Elles seront applicables aussi bien pendant la période de transition que par les pouvoirs à venir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, j'en arrive à présent à la troisième thérapie qui constitue le troisième axe du plan d'action. Elle porte sur l'organisation des élections générales, transparentes, crédibles et inclusives, devant conduire notre pays vers le retour à l'ordre constitutionnel normal. Ces élections seront le baromètre de la réussite de la transition. Leur qualité et leur crédibilité conditionneront l'avenir de notre démocratie, la légitimité et la solidité des institutions. Parce que les élections sont un processus et non une fin en soi, nous devons œuvrer à leur réhabilitation et à leur crédibilité. C'est le sens du choix fait par le gouvernement d'instituer dans notre pays un organe unique de gestion des élections. Une demande persistante exprimée depuis des décennies par la classe politique et la société civile dans leur ensemble. L'organe unique posera les jalons politiques, juridiques et institutionnels d'une restauration de la confiance des acteurs politiques et des citoyens lors des compétitions électorales. Il reste entendu que dans ce processus, le gouvernement travaillera à faire le lien entre l'axe des réformes et celui des élections. En effet, les élections libres, crédibles et transparentes seront le fruit de réformes à mener en amont, dont celle de l'organe unique des élections, qui se présente comme innovation électorale majeure depuis l'instauration du pluralisme politique dans notre pays. La gouvernance des élections, au-delà de la question de l'organe unique des élections, vise également à réformer le système électoral à travers les textes fondamentaux régissant les élections. Enfin, Mesdames et Messieurs, les élections à venir doivent être les plus inclusives possibles en permettant aux réfugiés et aux personnes déplacées de rejoindre leur terroir afin de pouvoir exercer leur droit de vote.
dans le respect des délais fixés par la transition et de nos engagements internationaux, l'organe unique des élections suivra un processus simple de mise en œuvre à travers la relecture de la loi électorale, l'installation d'un directoire national et des démembrements au niveau régional, local et dans les ambassades et consulats du Mali à l'extérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, enfin, la quatrième thérapie consistera à instaurer la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité sociale, quatrième axe du plan d'action du gouvernement. Pour réussir le défi, nous nous sommes engagés dans une gouvernance de rupture et d'exemplarité. Une lutte implacable sera engagée pour combattre la corruption et l'impunité qui sont à la base de la déliquescence de notre État. Des audits seront menés, notamment celui relatif à la cession des bâtiments publics. Une commission d'enquête sur l'occupation et les démolitions de la zone aéroportière de Bamako-Sénou sera mise en place. Les poursuites judiciaires sur les théories et exactions des 10, 11, 12 juillet 2020 à Sikasso, à Kaï, à Bamako seront engagées. La gouvernance de rupture se traduira également par une réduction drastique du train de vie de l'État afin de dégager des espaces budgétaires pour améliorer les conditions de vie des populations et assurer une répartition équitable des richesses nationales. Ainsi, 2/3 des fonds de souveraineté, comme précédemment annoncé par le président de la transition, seront affectés vers les services sociaux de base. Aussi, mon gouvernement dégagera minimum 100 milliards, les calculs ne sont pas encore finis, qui seront alloués aux secteurs prioritaires, aux secteurs sociaux, aux secteurs qui intéressent les populations les plus démunies. Le retour de nos compatriotes vivant dans les camps des réfugiés et des déplacés constitue une priorité du gouvernement de transition. Le gouvernement créera les conditions de retour dans leurs localités d'origine. Il mettra l'accent sur toutes les formes de vulnérabilité, nécessitant la pleine expression de la solidarité nationale envers les personnes démunies et celles vivant avec le handicap. Pour plus de justice et d'équité, le gouvernement initiera dans les meilleurs délais une conférence sociale en concertation avec les partenaires sociaux et les acteurs concernés. Cette conférence sociale ne sera pas une recette de circonstances visant à soigner les symptômes du malaise généralisé que connaît le front social dans notre pays depuis plusieurs décennies. Elle sera un exercice qui s'attaquera aux causes profondes de ces malaises par la recherche d'un nouveau contrat social entre l'État et les acteurs concernés. La conférence doit aboutir à des compromis dynamiques nécessaires pour les solutions ambitieuses et durables. Elle consolidera les acquis sociaux des travailleurs et répondra à leurs légitimes demandes de mieux-être tout en préservant les équilibres budgétaires de l'État. In fine, elle doit déboucher sur un pacte de stabilité sociale. Les prémices de cette nouvelle vision sociale se traduisent déjà à travers l'harmonisation de la grille salariale de la fonction publique et la poursuite du dialogue social. Je voudrais dire ici que nos parents enseignants n'ont rien à craindre. L'article 39, je le dis solennellement, n'a pas été abrogé. Lorsque je suis venu à la primature, j'ai trouvé que l'ancien gouvernement a fait un bon travail. Toute la question, c'était de dire, est-ce que si on adopte le texte sur la grille, les enseignants ne vont pas être mécontents? Est-ce qu'ils ne vont pas faire d'autres revendications? Est-ce qu'il faut d'abord abroger l'article 39 avant d'aller vers l'harmonisation de la grille? Ce débat a duré des mois. Et vous savez qu'en matière de gouvernance, la non-décision est la pire des situations. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons dit clairement que l'article 39 est emblématique
pour le monde enseignant et emblématique pour les forces du changement. Vous vous souviendrez que pendant des mois, des enseignants ont manifesté, ont grévé, ils n'ont pas été entendus. Parce qu'effectivement, il y avait des difficultés objectives. Ce n'est que lorsque le mouvement social a pris une ampleur devenue dangereuse pour le pouvoir en place, qu'il a été dit dans cette salle que l'article 39 va être accordé. Mais après cette déclaration, il n'y a eu aucune suite. Ce n'est qu'après le changement du 18 août que les nouvelles autorités ont décidé d'appliquer l'article 39. Mais la conséquence, c'est que les autres travailleurs ont demandé l'harmonisation de la grille salariale. Autrement dit, à égalité de diplôme, avoir les mêmes salaires. Par contre, les primes et indemnités que nous avons trouvées ont été accordées à différents secteurs, à différents syndicats, à différents regroupements. Les primes et indemnités cumulées, d'après les informations qui m'ont été fournies, faisaient 1400 milliards si nous devions donner satisfaction à tout le monde. C'est plus de la moitié du budget. Il faut dire le discours de la vérité aux Maliens. J'ai donc dit que l'article 39 va être maintenu. La grille salariale va être harmonisée. Et c'est pourquoi, immédiatement après notre installation, le président de la transition a autorisé à introduire ce texte et l'adopter. Le même jour, les premiers que j'ai invités, c'est le monde enseignant, pour leur expliquer que le gouvernement en place est le résultat de leur lutte, que l'article 39 est le résultat de la lutte des forces du changement, et que pour rien au monde, cet article ne pouvait être annulé. Par contre, dans l'application de l'harmonisation, nous avons constaté que dans certaines catégories, peut-être 5 à 10% des enseignants n'ont pas constaté un changement dans leur indice. Pour les 90%, sinon plus, les changements sont notoires et ils vont le constater sur leur bulletin de salaire en fin août, en principe. Pour ceux qui n'ont pas constaté des augmentations de leur indice, j'ai dit clairement que le gouvernement doit avoir deux attitudes. Tenir le discours de la vérité, ne pas louvoyer avec les Maliens, ne pas chercher à gagner du temps, mais aussi et surtout chercher l'équité. L'égalité, tout le monde la veut, mais l'arrêté, c'est l'équité qu'il faut chercher. Donc ça veut dire que les enseignants chez qui la grille indiciaire n'a pas été augmentée vont être identifiés et des négociations sont en cours avec le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances pour faire les ajustements nécessaires pour qu'à la fin, aucun Malien ne dise qu'il a été frustré, que le gouvernement a été injuste vis-à-vis des lois. Et c'est pourquoi je suis certain que les négociations qui sont en cours avec le monde enseignant vont aboutir. Parce qu'après les ajustements nécessaires, il n'y aura plus de raison objective de grève. Parce que je dis encore que c'est les nouvelles autorités issues du changement du 18 août qui ont pris sur elles la responsabilité de donner satisfaction aux enseignants, qui avaient fait plus de 10 mois sans être entendus. Et donc, pourquoi cela a été fait? Parce que les autorités de la transition sont convaincues que sans école, il n'y a pas de pays. Et donc, tout ce qui est raisonnablement possible pour le monde enseignant, il faut le faire, tout en disant la vérité. Nous ne pouvons pas sortir des équilibres macroéconomiques convenus avec nos partenaires. Si vous voyez que notre pays tient, malgré tout ce qui a été dit autour de nous, le pays tient parce que nous disons la vérité et aux partenaires et aux Maliens, et nous faisons en sorte que toutes les décisions soient empreintes du sens de l'équité. Mesdames et messieurs, telles sont exposées les grandes lignes du programme d'action du gouvernement
que j'ai l'honneur de vous soumettre et pour lequel je requiers votre approbation. Dans le contexte de la rectification de la transition, il est évident que nous avons dû faire des choix, ajuster les priorités en tenant compte du délai imparti. Pour autant, nous ne perdons pas de vue ni l'essentiel, ni la nécessité pour le gouvernement de continuer à rester attentif au développement de tous les secteurs prioritaires et à poursuivre les chantiers déjà en cours. C'est du reste le sens de l'instruction pressante du chef de l'État au gouvernement dans son discours d'orientation prononcé à l'occasion du premier Conseil des ministres. La lutte contre la maladie à coronavirus, l'amélioration de l'accès des Maliens à la santé, le désenclavement intérieur et extérieur de notre pays, l'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité, la promotion des investissements, la prise en compte de la dimension genre, la promotion de la culture, c'est très important, la culture, parce que tout ce que nous faisons doit reposer sur notre culture, sur les éléments vitaux de notre société. La culture disent la jeunesse et l'éducation ainsi que la promotion de l'enfance constituent des priorités continues du gouvernement. Dans le même esprit, l'État du Mali continuera à assumer et respecter tous ses engagements internationaux dans le cadre d'une diplomatie proactive destinée à promouvoir des partenariats internationaux bénéfiques, à promouvoir des financements extérieurs publics et privés dans la perspective de la relance des activités économiques et protéger continuellement les Maliens établis à l'extérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous savons que notre pays est à un tournant hautement délicat, j'allais dire décisif de son histoire. Il joue sa survie. Dans ces circonstances, Mesdames et Messieurs, nous n'avons d'autre choix que de nous rassembler et dans l'unité et dans la convergence, à nous engager pour le redressement et le renouveau de notre pays. Nous devons être à la hauteur de mission et de responsabilité pour sortir la patrie de la crise qui affecte son présent et compromet dangereusement son avenir. En introduisant mes propos, j'ai rappelé que le sort s'acharne sur notre pays depuis 2012. Mais notre capacité de résilience montre que nous avons les atouts humains, les atouts économiques, les atouts sociaux, les atouts culturels et les atouts politiques pour ne plus jamais trébucher dans notre marche vers la stabilité, le développement économique et social et le bien-être. Notre devoir de génération, Mesdames et Messieurs, à nous tous, est de réaliser le sursaut patriotique pour la réémergence du Mali par une gouvernance de rupture qui prône nos valeurs sociétales, que sont le dialogue, la consolidation de la paix et la réconciliation, le dire vrai. Notre peuple a besoin d'avoir un idéal à atteindre. Il a besoin d'avoir confiance en lui-même, d'agir à l'unisson, de tourner le dos à l'incompétence, à l'indifférence, à la méfiance. C'est à ce prix que brillera le soleil du Mali nouveau, le Mali Koura. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, tout en vous remerciant de votre aimable attention, je soumets au nom de l'ensemble du gouvernement le plan d'action, le présent plan d'action. Qu'Allah bénisse et préserve notre nation. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. D'abord, ce que j'ai remarqué dans un premier temps, c'est qu'il dit que ce programme va coûter au peuple malien la somme de plus de 2500 milliards de nos francs CFA. Ça, c'est la première impression que moi j'ai eue. La seconde impression, c'est que son plan d'action s'articule autour de 4 grands axes, contrairement à l'ancien plan d'action. Et parmi ces 4 grands axes, il y a 9 objectifs et 3 piliers. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation ou les réformes politiques et institutionnelles, il a parlé de
l'opérationnalisation de l'organe unique de gestion. Or, si on veut réellement faire les réformes électorales qui s'imposent, il faut forcément réviser la Constitution ou adopter une nouvelle Constitution. Et dans son discours préliminaire qu'il a eu à tenir, il n'a parlé ni de révision ou ni d'adoption de la nouvelle Constitution. Mais nous avons les dossiers. Pendant le week-end, nous allons passer le dossier au labo, au peigne fin, pour analyser, étudier techniquement et scientifiquement et voir ce qu'il dit, si c'est bon ou si c'est pas bon. Parce qu'il a fait une très bonne littérature. Comme vous savez, c'est quelqu'un qui est un très bon communicant, qui communique très bien, mais sauf que la communication, elle est différente vraiment de la pratique. Et aujourd'hui, le document que nous avons nous permettra en tout cas de voir si réellement ce qu'il dit est tenable ou en tout cas si c'est faisable techniquement et scientifiquement compte tenu du délai restant. À prime abord, tout ce qu'il a dit, ça va dans le patriotisme, dans le sens du patriotisme. Et c'est ça qui a manqué dans le plan d'action gouvernemental de Mokhtar Wane. Nous savons tous que c'est la sécurité qui est prioritaire, qui est primordiale aujourd'hui au Mali. Ce qu'il a dit, j'ai apprécié. C'est un beau discours, c'est un beau contenu, mais il faut tout faire pour que ce beau contenu soit réalisé et que les Maliens puissent enfin avoir un futur à travers sa jeunesse. On ne peut pas dire qu'on est républicain, qu'on est démocrate et violer les dispositions d'une loi ou essayer de contourner. Mais quand même, qu'on se respecte. On lui demande de l'appliquer. La question n'est pas autour de l'abrogation. Le débat, il s'agit de l'application. Il est dans la diversion. On lui demande d'appliquer. Si le CNT a un rôle, je dis bien. Parce que la refondation dont nous parlons aujourd'hui, sans l'éducation, nous allons faire du théâtre. Parce que ceux-là qui pensent que la refondation se limite uniquement à la révision de la Constitution ou bien à la rédaction d'une nouvelle Constitution ou des lois électorales, on se trompe. Sans un enseignement de qualité, ce pays-là va souffrir. Et vous ne pouvez pas prétendre à un enseignement de qualité sans mettre les enseignants dans de bonnes conditions. Et l'article 39 est le minimum, je dis bien le minimum que ce pays-là peut donner aux enseignants du Mali. Choguel qui était là tous les jours à lire les communiqués de violation et autres, veut aujourd'hui forcer les examens de fin d'année sans les professionnels du domaine. Aujourd'hui, même les réparateurs de motos surveillent les examens de cap. L'occasion pour moi d'appeler les enseignants du Mali de se donner la main, de ne pas céder à la menace. Nous allons faire face à cette histoire, exiger le gouvernement du Mali à appliquer l'article 39 et bien sûr pour le bonheur des enseignants du Mali, pour le bonheur de l'école malienne et à faire pour un enseignement de qualité. On ne lui demande pas si c'est abrogé, si c'est pas. Nous savons que ce n'est pas abrogé. Le Premier ministre sait que ce n'est pas abrogé. Nous savons que l'article 39 ne sera pas abrogé. Lui, il sait qu'il ne sera pas abrogé. Il s'agit de l'appliquer en tant que démocrate. Il doit montrer aujourd'hui sa grandeur. Je trouve que c'est une thérapie pour guérir notre plaie. Il faut commencer d'abord. Quand on commence, le temps jugera le reste. C'est ce que nous devons faire. Si nous devons arrêter le processus ou si nous devons continuer, c'est le temps qui va nous définir sur ça. Dans un texte, il y aura des points où on doit revoir. Ça va se faire, Inch'Allah. À mon avis, moi, je pensais qu'il allait évoquer 10 axes, mais c'est 4 axes qui ont été évoqués par le PM. Et ils nous tiennent promesse comme quoi qu'ils vont appliquer ça de façon correcte, que la population en face d'eux ne sera pas déçue du gouvernement. Tout reste à désirer qu'il a parlé de certaines choses aussi, que nous allons négliger cela. Nous allons prendre, c'est-à-dire son langage en acte. Je dis bien, nous allons prendre ça en acte car nous sommes du monde enseignant. Il a parlé que l'article 39 ne sera jamais abrogé. Qu'à cela ne tienne, il dit que l'informatisation des salaires aussi aura vu le jour. Est-ce que ces deux propos vont tenir? Est-ce que ces deux propos, il y a une cohérence entre ces deux décisions? Parce qu'à savoir que gouverner aussi, c'est prévoir. Moi, j'ai déjà contesté, moi j'avais déjà travaillé sur 12 axes par rapport au programme gouvernemental. Mais les PM viennent de nous évoquer 4 axes. Or que gouverner, c'est prévoir. Donc, ils n'avaient pas prévu, c'est-à-dire la gestion de l'information des salaires des travailleurs et la gestion de l'article 39. Ce qui sera un problème dans les jours à venir. À qui lever l'entendre, ça va créer des problèmes au sein de la population entre le monde enseignant et les gouvernants. Il faut l'évoquer dès maintenant. Choguel a été beaucoup plus malin. Il a les 6 axes de la feuille de route qu'il a été d'introduire en 4 actions. Les 6 axes de la feuille de route sont dedans. Et maintenant, de façon générale, on peut dire que ça prend en compte beaucoup d'éléments de façon générale. Mais de façon spécifique,
il est important qu'on lui fasse revenir sur certaines choses. Il a affirmé devant vous que c'est la vision du président. Je dirais qu'il faut sortir de ça. Ce n'est pas la vision du président. Ce qui a été dit, c'est une feuille de route qui a été adoptée et le Premier ministre va présenter un plan d'action d'application de la feuille de route. Ce n'est pas la vision du président. Au-delà, nous avons remarqué qu'il n'a pas parlé de la carte Nina. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler de Malikoura pendant que c'est des Maliens de l'extérieur qui souffrent d'un petit problème de carte Nina. Aucun pays ne souffre de ça si ce n'est pas le Mali. Tu ne peux pas parler des Maliens établis à l'extérieur sans parler du problème de carte Nina, qui est un problème d'honneur et de dignité aujourd'hui. Donc ça veut dire que, quelque part, il n'a pas ces informations, mais il va avoir ces informations lors de nos questionnaires. D'autre part, par rapport à l'article 39, il a parlé de ses sentiments. Nous ne sommes pas dans les sentiments. Si ce n'est pas abrogé qu'il applique, pourquoi donner des explications à l'application? Non, c'est appliqué ou bien ce n'est pas appliqué. Et on veut que tout soit très clair par rapport à ce qui a été dit. Il a parlé aussi des chiffres, mais les chiffres ne sont pas aussi exacts. Parce que le budget 4 000 milliards comprend aussi le budget de 2021, 2022 et il y a d'autres éléments. Il faut déchiffrer et faire la part des choses. Je crois que de façon générale, ce n'est pas mauvais. On va l'orienter, on va l'adapter, on va l'évaluer. Mais il faut quand même se dire certaines choses. Et pour terminer, si le gouvernement a la volonté aujourd'hui que l'école malienne marche, c'est bon que ce soit Choguel, Hatimi, nous tous, que nos enfants soient dans les écoles publiques. C'est ça aussi la vérité. Tant que nous n'avons pas nos enfants dans les écoles publiques, prétendre dire que l'école publique sera développée, c'est faux. Même ces anciens doivent avoir leurs enfants dans les écoles publiques. Nous, on a étudié avec les enfants des ministres quand on était à l'école. Pourquoi pas la même chose aujourd'hui? Donc, c'est ça aussi la refondation. Que nous soyons traités dans nos hôpitaux. Cela va permettre à l'État de construire des hôpitaux. Donc, toutes ces questions vont venir. Mais en tout état de cause, nous, on est honorés aujourd'hui parce qu'on nous avait qualifiés d'illégitimes ou d'illégal. Mais ça a été compris que vraiment, il y a des éléments qui sont là. C'est la nation qui compte. Et moi, je dirais ici, sur ton plateau, que la légitimité ne s'octroie pas. On cherche la légitimité. Aujourd'hui, le CNT cherche la légitimité, à agir au nom du peuple, à prendre en compte le problème du peuple. C'est ce qui nous donne la légitimité. Et même lui, il n'est pas légitime tant qu'il ne va pas dans le sens du peuple. Donc, ça ne s'octroie pas, ça se cherche. Peut-être la légalité ou ça, peut-être autre phénomène. Donc, je vous remercie.